Alors, je vais passer la parole à Noël qui a accepté de modérer la deuxième session. Donc, la deuxième session est plus autour de thèmes scientifiques. Merci Noël, je te passe la parole. Bien, bonjour. Sur la session scientifique, nous avons plusieurs intervenants. Je vais peut-être inviter dans l'ordre John Rendu, donc, qui va nous parler de la génétique des poids. Et ensuite, on abordera un cas clinique et une revue de littérature autour des mutations TTC7A, avant de parler des déficits en CD55 et quelque chose qui concerne plus directement les mardis, l'évaluation des protocoles de gestion des cathéters. Donc là, il y aura plusieurs intervenants. J'ai deux noms, mais je pense qu'il y a plusieurs équipes qui interviennent. Avant de parler de la transition à travers l'expérience de Beaujon. Voilà, donc John Rendu, si tu peux venir. Donc John Rendu va être MCUPH à Grenoble en génétique. Biochimie, pardon. Là c'est mieux. Oui. Donc bonjour, merci de m'avoir accueilli, en fait, de me permettre de présenter la génétique des POAC. Je m'appelle John Renduc, je suis pour l'instant PHU au CHU de Grenoble, et je vous prie de m'excuser parce que les présentations de génétique, généralement, ça fait assez listing de courses avec tel syndrome, tel gène, etc. J'ai pas pu faire autrement, donc il y aura toute une partie comme ça, et à la fin, les travaux qu'on a fait sur la cohorte des poids qu'on a screenés sur un des gènes majoritaires. Tout d'abord, voilà, enfin c'est au niveau du CHU de Grenoble, nous en génétique moléculaire, on était spécialisés en fait. L'expertise historique du laboratoire sont sur deux types de muscles, le muscle cardiaque et le muscle squelettique, donc un peu loin du muscle lisse. Et c'est grâce à un neurologue qui m'a dit si tu sais faire du muscle squelettique, tu pourras très bien faire du muscle lisse. Donc pourquoi pas, et c'est ce qui m'a mis en lien avec le professeur Hugo. En fait, ça c'est mon côté biochimique. Les muscles sont un peu tous les mêmes. En fait, je ne veux pas regarder les différences, mais surtout les points communs. Il y a toujours une action centrale avec ou non des cellules pacemaker qui vont donner en fait un stimulus qui va être l'entrée du calcium dans la cellule, en fait, une augmentation du calcium dans le cytoplasme de la cellule qui va être le trigger, en fait, qui va être l'interrupteur pour lancer la contraction musculaire. Ici, dans le muscle lisse, il va y avoir le calcium qui va se complexer avec la calmoduline, et il va y avoir ensuite activation de kinases qui vont phosphoryler les chaînes légères de myosine, qui lanceront ensuite, qui dévoileront les têtes, voilà, les têtes de myosine, les têtes lourdes, qui permettront en fait ce moteur moléculaire de faire, grâce à l'hydrolyse d'ATP, un mouvement d'essuie-glace en fait, avec l'hydrolyse, qui va pousser cette tête de myosine. Et bien sûr, sur quoi? Sur donc cycle de l'ATP. À chaque fois qu'il y a de l'ATP qui est consommé, il va y avoir un mouvement de la tête de myosine qui va glisser sur un filament d'actine. Et ce filament d'actine va être composé en fait, c'est comme un collier de perles, d'actine globulaire qui va être agencé grâce à une protéine qui s'appelle LMOT. Donc ça, pour à peu près tous les muscles qui existent, tout type de muscles. Et c'est là-dessus que c'est ça que je trouvais intéressant, c'était les mêmes phénomènes biochimiques qui expliquaient les pathologies. Donc nous, on screen au laboratoire dans le temps, au niveau historique, les pathologies cardiaques, c'est les mêmes gènes qui sont impliqués. Au niveau squelettique, c'est myopathie congénitale, c'est les mêmes gènes qui sont impliqués. Et là, on s'est intéressé à regarder au niveau... oui, je vais un peu plus vite dans ma présentation. Donc en fait, tous ces gènes sont apparus très tôt dans l'évolution. Donc quand on était des amibes, tous ces gènes étaient présents. En fait, que ce soit l'actine, les myosines, la calmoduline. Donc ce sont des choses qui sont apparues bien avant la spécialisation cellulaire. Donc ça, c'est un animal qu'on peut connaître, c'est les méduses. Donc il y a très longtemps. Tout ce complexe actomyosine, cette contraction musculaire, est apparu très tôt, bien avant l'apparition des cellules musculaires lisses et bien avant des cellules musculaires striées. Donc voilà, ce sont des protéines qui sont très très conservées au niveau de l'évolution.
et des mécanismes vraiment ancestraux. Voilà, c'est ce qui m'a orienté vers les pathologies du muscle lisse, et en particulier, donc grâce au collègue, c'était Laurent Servet, qui m'a orienté vers les syndromes de pseudo-obstruction intestinale chronique. Je parlerai très peu de clinique, enfin vraiment au minimum, je parlerai surtout des mécanismes moléculaires en faisant mes listes de courses, puis après on parlera des travaux qu'on a fait au laboratoire. Donc les pseudo-obstructions intestinales chroniques sont une motilité intestinale altérée avec mimant un syndrome occlusif évoquant une obstruction mécanique intestinale du grêle sans obstruction véritable. Avec différents signes cliniques, donc des distensions abdominales pour 90% des cas, douleur abdominale, etc. Leurs origines, en fait, quand on regarde ça c'est notre base de données de génétique dans Suromime, quand on rentre POAC, enfin SIPO en anglais, on a plus de 1000 indications cliniques, en fait, pour dire que c'est très large. Je vais les classer en deux types, en fait elles sont classées en deux types, les POAC secondaires qui sont liés par exemple à des défauts endocrines, des défauts médicamenteux, voire du post-chirurgical, donc il y a énormément de causes à ces POAC secondaires, elles représentent 60% des cas, mais ça ne nous intéresse pas ici, ce qui va nous intéresser c'est les POAC primaires, qu'on va séparer en deux types, les POAC syndromiques, que je vais vous développer en liste de courses, et les POAC qui vont être plus orientés sur le muscle lisse, où là on a développé un peu des choses. Donc là je vous ai fait une petite revue de la littérature, il n'y a pas grand chose au niveau quand on fait des recherches sur les POAC. Tout d'abord des POAC très syndromiques avec des mutations dans le gène FLNA, qui est un gène sur le chromosome X, donc c'est une maladie. C'est Gargiulo en 2007 qui les a mis en évidence, ce qui provoquait dans les cellules de patients une accumulation d'actine. Il y avait en plus de l'atteinte intestinale avec des sténoses anales, malrotation intestinale, une atteinte du système nerveux central et atteinte cardiovasculaire. Et des dysmorphies faciales, thrombocytopénie, etc. etc. Je passe vite. D'autres un peu plus précises, d'autres POAC syndromiques avec des anomalies POAC plus anomalie cardiaque. Donc c'était Bonora en 2015 qui identifie chez des patients consanguins turcs. Je précise parce qu'en fait ça veut dire pour l'instant il n'y a qu'une seule famille décrite, et ça veut dire que à chaque fois qu'il y a très peu de familles décrites, le phénotype n'est pas encore totalement défini. Il faudra plusieurs familles pour valider tous ces phénotypes. Donc, dans cette famille-là, il y avait des anomalies de valve cardiaque, plus une pseudo-obstruction intestinale chronique. C'était le gène RAD21, donc, qui est sur un autosome qui était muté de manière récessive, qui provoquait, ici on voit pas forcément grand chose, enfin c'est les petits points verts qu'il faut regarder. Donc là c'est sur le zebrafish, le contrôle est ici, et en fait c'était le nombre de neurones entériques qui disparaissaient quand RAD21 était éteint. On voit pas grand chose, désolé. Chetaille en 2014 qui lui montre une autre pathologie aussi cardiaque, donc c'est le Kite syndrome pour chronique atriale intestinale dysrythmie. Donc le gène SGOL1 qui était muté de manière autosomique récessive et qui montrait au niveau des cellules une sénescence plus importante au niveau de ces cellules et qui provoquait un défaut de rythme au niveau cardiaque et au niveau intestinal. On se rapproche de plus en plus du muscle. Donc là c'est une jolie étude de cohorte du docteur Amiot en 2009 qui montrait sur 80 patients, sur une cohorte de 80 patients en rétrospective, qu'il y avait 19%, enfin une grosse vingtaine de pourcents, de POAC qui étaient liés à des pathologies mitochondriales. Que ça soit le MNGI, la mitochondriale neurogastro-intestinale encéphalopathie, ou des mélasses qui étaient retrouvées chez les patients. Donc quand on retrouvera des POAC avec des signes cliniques neuro ou musculaires, il faudra se penser mitochondriopathie, cytopathie mitochondriale. Donc là c'est fini pour les POAC on va dire syndromiques. Là je vais m'intéresser vraiment aux atteintes vraiment du
muscle lisse pur, avec le premier syndrome qui a été décrit, enfin le seul syndrome qui a été vraiment bien décrit, avec tout d'abord le gène MILK1, donc c'était la kinase qui phosphoryle les chaînes légères de myosine, qui a été identifiée en 2017 de manière récessive dans une famille, dans une seule famille. Donc avec un syndrome d'hypopéristaltisme intestinal microcolon mégavéssie. On avance, je le mets en... je ne l'ai pas mis en ordre chronologique, je l'ai mis en ordre, on va dire, physiologique. MILK qui phosphoryle les chaînes légères de myosine. Ces chaînes légères de myosine, MIL9 qui est muté au niveau récessif, ici dans une famille également. Donc toujours très peu de récurrence dans ces gènes. MYH11 qui a été muté au niveau récessif, où là, donc dans une famille, là au moins il y avait un modèle murin qui montrait la validité de l'étude, avec le cas au murin qui avait une vessie géante, des mouvements intestinaux anormaux et un microcolon, ce qui oriente pour bien valider le phénotype. On avance encore. Ici, Alim en 2015 qui montre le gène LMOD1, donc ce qui permet d'enfiler les perles de lactine, en fait, de les mettre correctement sur le filament, qui était éteint, ici dans un isolat géographique, enfin sur une famille issue d'un isolat géographique, donc une seule famille pour l'instant, qui montrait un défaut de contraction. Et pour finir, le gène ACTG2, qui est le gène de lactine du muscle lisse intestinal, qui a été retrouvé, donc ici non plus récessif, mais de novo. Ce gène est assez intéressant parce qu'en plus de faire le syndrome de mégamésie microcolon, il peut faire aussi des POAC purs, uniquement des pseudo-obstructions intestinales chroniques, et il a été retrouvé, donc ce gène est très récurrent, donc dans une étude de Milinski où en rétrospectif il l'avait screené sur une centaine de cas, donc muté dans 44% des cas. Ravenscroft récemment muté, donc ça c'était sur la cohorte australienne, muté dans 41% des cas, donc c'est un gène qui est vraiment majeur. Petite remarque, bon, inutile, Ravenscroft, elle fait partie de grands groupes qui s'occupent de l'actine du muscle squelettique. Donc, comme quoi, finalement, le squelettique s'intéresse de plus en plus au muscle lisse. Voilà, donc ACTG2 est un gène majeur. Nous, au laboratoire, on a commencé à le screener, que ce soit en diagnostic. Donc, si vous avez des patients, n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc, on a commencé de mémoire en 2016. Et on a pu récupérer aussi, on a pu avoir l'opportunité de screener également la cohorte nationale des pseudo-obstructions intestinales chroniques au niveau recherche. Donc on a testé plus d'une soixantaine de patients. On a trouvé 26 mutations, dont 14 différentes. Donc je les ai représentées ici. Ça veut dire que 26 mutations et 14 différentes. Il y a certaines mutations, comme l'arginine 40 qui est mutée et l'arginine 257, qui sont des hotspots de mutation. Donc 14 mutations différentes. À ce jour, on en a décrit 6 nouvelles qui n'ont pas encore été décrites dans la littérature. Voilà. Ce gène, donc je vous sortais des chiffres de 44% pour Milinski et Ravenscroft 41%. Nous on est à 39, donc on est à peu près dans le même range d'efficacité. Donc toutes ces mutations ensuite étaient, en fait on a un petit peu réfléchi dessus, est-ce que c'était vraiment des mutations? Grâce à une collaboration avec Stéphane Marchal du laboratoire du docteur Pascal de Santa Barbara à Montpellier, il a pu nous faire un peu de modélisation 3D des mutations, donc pour permettre de connaître, de réfléchir à qu'est-ce que va faire les mutations. On voit pas très bien, mais ici, vous pouvez voir la leucine 66 ici au niveau d'un brin de lactine et qui interagit avec l'arginine 62. Donc la mutation grossièrement provoquerait une déstructuration de l'actine au niveau globulaire, donc au niveau des monomères d'actine. Une autre mutation qu'on a modélisée, c'était la glutamate 196 aspartate, qui elle provoquait des modifications au niveau
intra-actine et inter-actine, donc grossièrement dans l'enchaînement des différentes boules d'actine, des différentes perles. On a pu également mettre en place, là c'est grâce à Pascal de Santa Barbara à Montpellier, des validations fonctionnelles de ces mutations. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, donc on a pris le gène ACTG2, on l'a fait, parfait, super, on l'a fait réexprimer dans des cellules ELA, donc dans un système hétérologue, dans un autre système, et on les a transfectés dans ces cellules, et regardez l'expression. Donc là, les cellules contrôle, il n'y a pas d'ACTG2, tant mieux. Ici, vous pouvez voir le marquage ACTG2 dans cette colonne-là. Et au milieu, vous pouvez voir un marquage de l'actine. Donc on a marqué l'actine, toutes les actines présentes dans les cellules. Et ce qu'on peut voir ici et ici, c'est que notre ACTG2 s'incorpore bien dans le filament d'actine. Donc c'était l'étape essentielle pour valider tout ça, pour valider le premier test. Et après, nous... Et ensuite, voilà. Les différentes mutations. Donc, là, c'est un peu plus difficile. Alors, c'est... Oui. Ce qu'on aurait pu voir, en fait, c'est que là, vous pouvez voir... Est-ce que vous pouvez voir des traits ici, des filaments d'actine? Là, on les voit quasiment plus. On voit des micro-traits représentés ici. Enfin, là, les grands traits, et avec la mutation, des petits traits. Donc pour nous, il y avait une intégration de l'actine dans le réseau, mais avec des filaments plus courts, avec donc une mutation une mutation modérée. Et ici, là, vous ne voyez rien, ce qui est normal, parce qu'en fait, la mutation, en fait, ouais, très bien. En fait, l'actine, qui est ici, là, vous pouvez le voir en vert, là, la CTG2, ne s'incorpore pas du tout au réseau d'actine, ce qui permettait de valider cette mutation en disant que celle-là orienterait vers un phénotype modéré et la leucine 66-proline vers un phénotype un peu plus sévère parce qu'elle ne s'incorpore pas du tout dans le réseau d'actine. Pour finir, ce qu'on a pu montrer, donc je vous parlais tout à l'heure que c'était une pathologie hétérozygote. Là, on a un cas qui est homozygote pour le variant 136 alanine 136 tréonine, donc l'alanine qui se transforme en tréonine. Donc on décrit le premier cas de ACTG2 muté à un niveau homozygote. Donc c'est pas forcément qu'une pathologie dominante, elle peut être aussi récessive. Ce qui nous permet de valider cela aussi, c'est que avec mon versant musculaire, en fait, musculaire squelettique, j'ai reporté les différentes mutations sur mon actine squelettique, qui est mutée dans la myopathie. Et ce qu'on peut voir, c'est que chacune des mutations, en fait, se retrouve dans des domaines mutés de l'actine squelettique. Et également, ce variant homozygote, je le retrouve à l'état homozygote, enfin dans le paralogue, chez des patients atteints de myopathie, aussi au niveau récessif. Donc ce qui est amusant, c'est de pouvoir comparer, de faire l'effet miroir entre ACTG2 et le gène ACTA1, et ça corrèle parfaitement bien. Voilà, donc pour finir, on a pu voir qu'il y avait deux pathologies qui étaient récurrentes, en fait, ou deux types de gènes qui étaient récurrents. Tout d'abord ACTG2 qui est quasiment à 40% des cas positifs quand on le screen. 19% des cas, c'est tous les groupes des mitochondriopathies. Et pour le reste, il n'y a pas de récurrence dans la littérature. Et pour l'instant, il n'y a que un ou deux patients, une ou deux familles décrites pour chacun des gènes. Donc là, il va être un peu difficile, enfin, il est toujours difficile d'intégrer ces gènes et de décrire les phénotypes et de dire RAD21 c'est tel phénotype tant qu'on n'a pas plusieurs patients, par exemple. Ce qui me fait penser qu'en fait, qu'on est juste au sommet de l'iceberg, c'est que là, en prenant du recul au niveau des différents muscles, en fait, muscles cardiaques et muscles squelettiques, au laboratoire, on screen plus d'une centaine de gènes pour les pathologies cardiaques et plus d'une centaine de gènes pour le muscle squelettique pour les mêmes genres de pathologies. Donc, pour moi, les autres gènes, les 60% de gènes qui restent pour ACTG2, enfin, qui ont été négatifs en ACTG2, bah, ça va correspondre à tout ça et
il n'y a que en réalisant des études pan-exomiques qui permettront de valider, de trouver des nouveaux gènes. Donc la suite, ça sera, on parlait des évolutions des différents projets, ça sera de passer le reste de la cohorte en exo. Bien sûr. Les mardis finances. Ah oui, et je tenais à remercier toutes les personnes qui ont pu interagir dans le projet, le laboratoire Fimedex pour la modélisation et la validation fonctionnelle, l'association de famille, les différents cliniciens qui nous ont envoyé des patients, le docteur Marc Belaïch, Jean-Pierre Hugo, les internes et anciens internes du laboratoire que j'ai fait un petit peu travailler. Voilà, je vous remercie de votre attention. En fait, je voudrais juste signaler, merci John de ce topo qui évolue au fil du temps. On voit que l'étude avance. Je voudrais juste signaler que c'est une étude qui a été au départ lancée par l'association des POAC, qui a recueilli toute une banque d'ADN par une démarche purement associative, et que John, après, en se mettant en contact avec Madame Guedin et toute l'équipe des POAC, eh bien, a pu avancer sur ce travail qui est encore à continuer, hein, parce que même si effectivement il y a des problèmes de financement toujours, hein, mais il y a le matériel et il y a a priori possibilité de continuer à avancer sur des mutations. Donc ça prouve que les associations ont tout à fait leur place dans les démarches, y compris la recherche, et dans les mardis. Concrètement, un nouveau cas de POAC, on vous envoie l'ADN, vous avez le financement pour faire la génétique. D'accord, ok, merci. On a reçu surtout de Lille et de Paris, mais sinon j'aurais peut-être dû étendre au niveau rhône-alpin. J'ai stimulé un peu les grenoblois, mais ils n'ont pas encore répondu. Mais on prend envoyé et on le fera. Je suis juste lent. Bien, il n'y a pas d'autres questions? Oui. On est loin de la corrélation phénotype-génotype, bien évidemment, mais je pense qu'envoyer le prélèvement sans avoir un minimum de description de la clinique, c'est un petit peu idiot. Faudrait quand même... ça serait bien d'avoir peut-être de nous proposer peut-être une petite fiche hyper simple, hein, d'une page de données cliniques, parce que ce serait vraiment dommage que d'aller vers une publication qui serait certainement dans un journal de génétique avec assez peu clinique, mais je pense que ce serait dommage qu'il n'y ait pas du tout de clinique. Parce que là, tu as bien différencié les formes syndromiques des non syndromiques, mais tu dois ne serait-ce que savoir si la vessie est atteinte, enfin, des choses assez basiques qu'il faudrait quand même qu'on sache, quoi. Oui, c'est un travail intéressant. Olivier Goulet, Paris. C'est un travail intéressant, mais il y a des manques. Par exemple, je ne vois pas dans votre description, dans votre marché, enfin dans votre panier, par exemple des formes pures, digestives, qu'on appelle à tort ou à raison myopathie digestive, sans atteinte urinaire, qui pour certains sont manifestement de transmission autosomique récessive, à en juger par plusieurs cas dans la fratrie, notamment par exemple décrit par l'équipe de Rouen il y a fort longtemps, mais confirmé par l'expérience clinique. Il n'apparaît pas non plus le syndrome un peu historique, qui n'est pas aux limites de l'épure, mais qui est une forme vraiment particulière, donc forcément vous avez entendu parler, parce que ça c'est une réelle transmission autosomique récessive. Également en témoignent des cas familiaux, qui est le syndrome de Grelcourt, mésentère commun, sténose du pylore et pseudo-obstruction, qui est un syndrome, alors chacun l'appelle comme il veut, nous on a tendance à appeler le syndrome de Royer, mais les Américains l'appellent autrement. Donc où est-ce que ça se situe, ça, ces formes assez pures de myopathie et ce syndrome que je rappelle?
J'ai peut-être été un peu trop centré sur les POAC. J'ai pas mis aussi, il y a des formes d'Hirschsprung il y a eu un cas qui est publié récemment, mais bon, de mutation RET Hirschsprung typique dans un cas de POAC qui a été décrit juste cette année. Je voulais faire quelque chose de très très centré, pas totalement exhaustif, sinon j'aurais pas pu présenter l'histoire de la cohorte en fait. C'était plus l'histoire de la cohorte qui est intéressante. Merci, on va vous remercier. Merci.